Chers internautes, nous vous saluons de partout où vous êtes. Je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre, mais nous, en ces mois, nous sommes dans la ville métropolitaine de Montréal, au Canada. Et c'est un rendez-vous pris avec vous. La fois dernière, on a fait une émission parce qu'il y a réellement à dire pour notre pays. Et pour la deuxième fois aujourd'hui, nous avons tenu à recevoir encore quelqu'un que vous connaissez. Il n'est plus à présenter, mais nous allons le faire. C'est le président de l'IDPS, le président cellulaire de l'IDPS Montréal-Ouest, à la personne de monsieur Jean-Paul Tony Dikunanga, à qui je dis bonsoir. Oui, bonsoir, le pasteur Molobé. Merci encore de me recevoir sur votre plateau. Merci. En tout cas, c'est partagé. Et c'est à moi de vous dire merci parce que malgré les confinements et tout ce qui se passe dans le pays, surtout à Montréal, au Canada aussi, au Québec, vous avez quand même accepté de vous déplacer et de répondre à toutes nos questions. Nous vous disons merci. Et comme vous le savez, la presse aujourd'hui, avant de commencer toute chose, c'est de demander, nous avons appris avec regret la mort de Monseigneur Gérard Moulumba, qui n'est autre que le chef de la maison civile du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que vous avez un mot à dire? Oui, c'est vraiment, on a appris cette mauvaise nouvelle avec beaucoup de regrets. Le monsieur Gérard, qui est le monseigneur à la retraite, il a été le chef de la maison civile du président de la République. Alors, il nous a quittés aujourd'hui. Nous commençons d'abord par présenter nos condoléances les plus attristées à la famille biologique du président de la République démocratique du Congo, ainsi que notre cher parti UDPS et à toute la République démocratique du Congo. Vraiment, nous demandons à Dieu, dans sa bonté infinie, d'accueillir l'âme de notre papa, notre oncle, qui nous a quittés aujourd'hui, et que Dieu lui réserve une place au ciel et que son âme repose en paix. Oui, au nom du magazine Tolobaka, version française également, nous présentons nos condoléances à toute la famille biologique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette perte, parce qu'il avait besoin de cet homme-là, et je pense que Dieu seul a donné, lui-même il a récupéré. Donc, nos condoléances encore, cher président. Alors, Monsieur Jean-Paul Tony Dikunanga, je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais on doit quand même parler de certaines choses qui alimentent la presse aujourd'hui. À Lubumbashi, il y a Gédéon Kiou. Jusque-là, on n'a pas encore entendu qu'il est arrêté, il est introuvable. Et pourtant, c'est quelqu'un qui sème la terreur, une désolation dans les Hauts-Katanga ou dans la province du Katanga. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, c'est vraiment toujours avec beaucoup de regrets pour le dossier de M. Gédéon Kiou, un criminel. Comme on l'a dit l'autre fois, on n'a jamais compris, personnellement je n'ai jamais compris pourquoi un criminel il devait se retrouver en prison, mais le gouvernement passé a décidé de lui acheter une maison dans la ville de Golfe, à Lubumbashi. Et puis le monsieur a été placé là-bas et ce n'est pas n'importe quelle maison, il fallait voir la maison. Et puis on lui a mis les militaires pour les garder. Bon, un jour il se réveille, il décide de séparer les Katanga à la République démocratique du Congo. Il a envoyé ces gens sur la rue. Et voilà, le militaire s'est mis à sa recherche.
Donc, monsieur a disparu, malgré les militaires qui l'entouraient. Mais nos informations nous disent que monsieur a été bel et bien escorté par les militaires dans une cachette quelque part. Alors, je sais que le président de la République avait donné comme mission au VPM, Gilbert Kankondé, ministre de l'Intérieur, pour aller faire le nécessaire afin de retrouver le criminel Gédéon Kyungu. Malheureusement, jusqu'à date, au moment où on se parle, le monsieur n'est pas encore retrouvé. Je pense que vraiment, il y a une complicité totale au niveau de la hiérarchie de nos autorités, soit militaires et policières. Donc il y a une main noire derrière. Oui, dans la ville et aussi politique, dans la ville de Lubumbashi, qui protège ces messieurs. Alors, moi, je demande au ministre de le VPM, Gilbert Kankondé, vraiment d'être à l'écoute de la population, de ne pas juste s'attarder à ces autorités-là, vraiment d'être à l'écoute de la population, de mettre les services intelligents dans la population. Qu'est-ce que la population dit exactement? Oui, on a des informations que la population de la ville de Lubumbashi savent bien que non, le monsieur est caché, il y a d'autres qui donnent des informations, il est caché tel endroit, tel autre, mais ils doivent, c'est ainsi que je demande que le ministre doit mettre toute une équipe intelligente qui va donc à l'encontre de la population pour recueillir des informations afin de retrouver ce monsieur le plus rapidement possible. Donc, Kyungu Gédéon, c'est un criminel et je pense qu'on doit l'arrêter le plus tôt que possible, le mettre hors d'état de nuire. Oui, il est faux, vraiment il est faux parce que ce monsieur sa place est en prison et c'est un monsieur très dangereux. Est-ce que c'est pas de la même façon qu'avec Némonancé? Parce qu'apparemment il y a eu affrontement entre ses adeptes et les forces de l'ordre. Bon, on avait vu cela, mais le chef de l'État lui avait quand même donné une chance, un avertissement. J'espère qu'il doit en profiter. Hein. Et sinon, s'il n'en profite pas, ben, il n'a qu'à se plaindre à lui-même. Oui, je pense que les gens vous ont suivi, c'est ça. Et le deuxième problème, c'est qui nourrit la presse actuellement, Monsieur Jean-Paul Dikunanga, c'est la convocation du congrès de deux chambres, la haute chambre et la chambre basse. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'il y a eu des sorties médiatiques du président du Sénat, qui n'est autre que M. Tambo Momba, et aussi après, c'était le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabound. Quelle est la lecture que vous faites entre les deux? Bon, moi je pense que M. Tambo Momba, qui est le président du Sénat, en connivence avec Madame Janine Mabunda, qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Alors, les deux ont voulu, je ne sais pas, créer un climat de peur ou bien je ne sais pas quoi dans la population congolaise. Est-ce que de peur ou il y avait un plan derrière ça? Je dis cela parce que je ne veux pas dire qu'il y a un plan, parce que je ne connais pas ce plan. Donc, s'il y a un plan, c'est eux-mêmes qui le savent, c'est quel plan. Bon. Alors, donc, ces gens, ils sont sortis pour dire que non, le président de la République a donné des mesures de confinement
Il a confiné toute la population, il n'en avait pas droit, il n'en avait pas droit, et puis il a agi contre la Constitution. Or, connaissant très bien ce que vous voyez, le président Jean-Marc Kabon, le président Aïe de l'UDPS, vice-premier président de l'Assemblée nationale, est venu au même plateau où le président du Sénat a été pour éclaircir la population. Lui-même avait participé à cette réunion que le président de la République avait convoqué le deux chambres en utilisant l'article 85 pour les informer de son intention d'ordonner le confinement. Alors, on s'étonne que M. Tambwe Mamba oublie tout cela pour utiliser l'article 114, 115 et 149 pour demander, pour dire que bon, le président a donné des mesures contre la Constitution et il fallait l'encadrer pour que lors de prolongation du confinement, de l'état d'urgence, pour que ça puisse être encadré selon la Constitution. On trouve, est-ce que vraiment c'était le moment? Si on regarde, bon, disons-le que le président a frôlé un peu de côté la Constitution, est-ce que c'était le moment? Nous regardons dans d'autres pays, ici en Afrique, tout comme en Amérique, en Europe, en Asie, tout le monde est en confinement. On n'a pas vu les assemblées sortir pour dire non, le président a fait ceci ou bien non. Tout le monde se sont conformés parce que c'est la vie des gens qui compte. Et puis dans les mesures que le président a données, il a demandé pas plus de 20 personnes puissent se réunir dans des milieux publics. Mais non, Tambwe Mamba demande à ce que 800 personnes, parlementaires et sénateurs, se réunissent à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple. Parce que vous comprenez le coronavirus. Oui, avec le coronavirus. D'abord, c'est en violation des mesures que le président de la République a données. Même selon certaines sources, les deux chambres ont fermé à cause du coronavirus. Le coronavirus avant que le président puisse prendre la décision de confiner la population. Parce que cette décision, l'ordonnance, est sortie le 24 mars. Or, l'Assemblée s'est réunie le 15 mars. À partir de là, ils ne se sont pas réunis. Parce que c'est eux-mêmes qui ont demandé de se protéger. Mais il y a aussi les coûts. Ça pouvait coûter combien aux contribuables? Bon, c'est ça ce que le président de l'UDPS, vice-premier président de l'Assemblée nationale, nous a révélé. Moi, j'ai été étonné de voir que juste une journée, pour un congrès, alors on doit dépenser 7 millions. 7 millions au moment où il faut acheter des masques. Voilà. Il y a des gens, des familles qui souffrent, qui n'ont même pas à manger. Et nous connaissons très bien que la population congolaise en général vit du jour au jour. Or, juste 7 millions pour 800 personnes. Mais c'est grave ça. Et en plus, même si M. Tambwe Mamba dit que non, ce n'est pas 800, c'est pas 7 millions de dollars. Oui, même si c'est 1 million de dollars, même si c'est 500 000, même si c'est 100 000 dollars, même si c'est 50 000 dollars, cet argent-là doit donner à Jean-Jacques Muyembe pour qu'il puisse quand même accompagner et aider la population congolaise. Oui, voilà. Ce n'est pas normal que... moi, je me pose des questions. C'est quoi? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce qu'il n'y avait pas vraiment une cause politique derrière ça? Oui, je pense qu'il y a une cause politique, parce que ce n'est pas normal. Parce que si on poussait vraiment les analyses trop loin. Oui. Moi, je pense qu'il voulait peut-être dire que non, le président n'a pas respecté la Constitution, alors il fallait qu'il puisse expliquer à la nation et les transférer en justice.
peut-être des choses comme ça, mais je ne peux pas dire que ce sont des intentions, mais ce n'est pas normal de voir, ce n'était pas le moment des discussions inutiles. Moi, je trouve ça c'est vraiment inutile d'en arriver jusqu'à ce point. Vraiment des grandes personnalités comme ça, puis des responsables de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais non, vraiment, ça, c'est regrettable. Moi, je demande, pour mettre la terreur dans la population congolaise, je demande que M. Tambo Mamba vienne sur le même plateau qu'il était, demander pardon à la population congolaise et au président de la République. Au cas contraire, j'aimerais qu'il soit traduit en justice. Parce que c'est vraiment, pour moi, ce n'est pas normal. Oui, mais ça c'est manquer du respect vraiment à l'égard du chef. C'est manquer du respect. Parce que la Cour constitutionnelle a contredit. Et voilà, la Cour constitutionnelle a donné raison au chef pour dire que non, le président de la République a bien respecté la Constitution. Et ce qui m'étonne aussi, si vous aviez constaté, le président de la République, les documents d'ordonnancement, il a renvoyé ça à la Cour constitutionnelle pour l'encadrer, pour le respect de la Constitution. Mais ce document est arrivé en retard. En retard le 9 avril. Ah ouais? Ouais. Donc, il y a encore une autre façon de... Envoyer sur roche. Oui. Parce qu'on nous dit que la présidence a compris que non, les documents n'étaient pas encore adressés à la Cour constitutionnelle. Ils l'ont remis le 9 avril. Si vous voyez, le document a été reçu le 9 avril. Or, depuis le 24 mars jusqu'au 9 avril, vous comprenez au moins, est-ce que M. Tambo Mamba n'avait pas reçu des fuites que le document n'est pas encore arrivé à la Cour constitutionnelle. Ah oui, pour qu'il puisse taper là-dessus et puis dire que le président n'a pas respecté la Constitution en cherchant des faux fuyants. Mais qui devrait acheminer la lettre, le courrier, les dossiers? Bon, je suis le directeur de cabinet du chef de l'État. C'est lui, ou son bureau. Voilà, donc moi je ne comprends pas. Et pour vous aujourd'hui, devant les gens, devant cette caméra, quelle est votre position par rapport à la convocation du Congrès? Moi, il n'y aura pas la convocation du Congrès. Et puis pour que la convocation soit faite, il faut que le président en fasse une demande. Or, le président de la République n'a pas fait la demande. Donc, il n'y a pas de convocation de Congrès. D'abord, pourquoi convoquer un Congrès? C'est trop de dépenses inutiles et mettre la vie des gens en péril. S'il y a des choses à se dire à ce moment, c'est entre les responsables du Sénat, de l'Assemblée nationale et la présidence. Ils vont discuter pour les suivre. Ok, je pense que tout le monde vous a suivi et tout le monde a compris votre position par rapport à cette convocation. Maintenant, nous voulons parler un peu du parti. Monsieur Jean-Paul Tony Dikunanga, je pense que quand il y a eu des conventions au niveau du parti pour ce qui concerne les ministres qui étaient nommés, qui étaient choisis, et que je pense qu'il y avait 70% qui devaient se donner au parti ou c'était comment? C'était quoi? Parce que moi je n'étais pas du parti, donc vous pouvez... Oui, donc le parti avait demandé, suite aux nominations de ministres... Les ministres de l'UDPS? Oui, de l'UDPS. Ils ont demandé aux ministres de l'UDPS, ils doivent réserver 70%, comme on dit au Congo, 70%, de membres de leur cabinet, les noms doivent venir du parti. Eux, ils ont seulement 30% de membres du cabinet. Alors, je n'ai pas compris, c'est-à-dire que pour former le cabinet, donc 70% des gens
qui formeraient les cabinets devraient venir du parti. Voilà. Donc, sur les 100% de membres qui vont former les cabinets de chaque ministre de l'UDPS, le ministre a droit à 30% des membres. Lui-même doit nommer ces gens à lui. 30%. Les 70% restants viendront du parti. Ça, c'était un accord. C'était un accord. Bon, pas un accord, ce sont des mesures. On les a demandées. Internes. Alors, même les postes ont été dictés au ministre. Vous allez prendre tel poste, tel poste. Ça c'est réservé au parti. C'est réservé au parti, mais 70% de 100% de... Donc, si je comprends bien, si dans un cabinet, il y aurait 10 personnes, 7 viendraient du parti. Oui. Et 3, lui, avec sa famille ou ses connaissances. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'était ça les accords. C'était ça les accords. Oui. Même aussi, si vous voyez, à l'UNC aussi, c'était, je pense, 25% au ministre. Non, à l'UNC, je pense, c'était 25% au ministre. Et 75 au parti. Et à FCC, 20% au ministre. 80 au parti, c'était ça. Mais l'UDP c'était 70 partis et 30. On a été même trop jeunes. Ok, mais maintenant, aujourd'hui, je pense que s'il faut évaluer ça, est-ce que ces accords ont été respectés réellement? Non. Parmi tous les ministres choisis à partir du parti de l'UDPS, est-ce qu'ils ont respecté? C'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux. Nos ministres n'ont pas respecté cette mesure. Ils ont fait fuir aux mesures du parti. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté la hiérarchie du parti. Ce qui nous dérange, moi, c'est que ils oublient qu'en nommant les 70%, si le parti donne 70% de membres, vous voyez, chaque cabinet, combien de personnes on aurait donné du travail. Et on a contrepartie, c'est la diminution des chômages de membres de l'UDPS qui ont combattu pendant 37 ans. Et en plus de cela, il y a le renforcement de la caisse du parti de 10%, parce que chaque membre de l'UDPS donne 10% de son salaire, parce que du fait qu'il est ça devait renflouer au gouvernement, ça devait renflouer la caisse de l'UDPS. Mais qui devrait, s'il vous plaît, je ne vous coupe pas la parole, qui devrait rappeler à l'ordre ces gens? Oui, c'est le secrétaire général. Mais il a tout fait. Les ministres n'ont pas respecté, la majorité n'ont pas respecté. Et voilà, cette situation jusqu'au jour d'aujourd'hui est restée comme ça. Malheureusement. Le non-respect. Oui, moi j'appelle ça le non-respect. Ce n'est pas parce qu'on est devenu ministre aujourd'hui, mais on a été membre, on vient d'un parti. Tu étais combattant comme les autres. Oui, comme combattant comme les autres. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres. Non. C'est une confiance que le chef de l'État a mis à eux. Et voilà, ils sont aujourd'hui des ministres. Alors voilà, donc ils doivent aussi respecter le parti. Parce que c'est suite aux partis qui sont là. Oui, parce que moi je suivis tous les combattants devant le siège de l'UDPS et aussi tous réclamaient ça. Oui. Ils disaient, mais nous ne comprenons rien. Nous avons combattu et aujourd'hui, ce sont leurs frères qui sont casés et nous sommes là. Nous avons risqué de notre vie. Il y a des gens qui sont morts, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas récompensés. Qu'est-ce que vous en dites? Ont-ils raison? Oui, les membres ont raison, parce que il ne faut pas que d'autres personnes qui n'ont pas combattu la dictature, aujourd'hui, se réjouissent de souhaits d'autres personnes. Et les combattants sont là, ils ne se retrouvent pas, ce n'est pas normal. Moi, je trouve ça pas normal et je condamne cela. Je demande vraiment que le parti réactive ce dossier et que le ministre, les ministres respectent les 70%. Ils ne sont pas plus intelligents que tous les autres membres du parti. Non, c'est cela, une confiance qu'on les a donnée. Alors, donc,
ils doivent, moi. En tout cas, je m'excuse maintenant. C'est une convention. Oui, ils doivent respecter cela. Pourquoi les autres ont respecté, FCC, UNC ont respecté, pourquoi pas nous? Nous qui devions être exemplaires, ils doivent respecter. Et je demande vraiment au président de la République d'aider le secrétaire général du parti et puis le président Aïe du parti pour que nos ministres respectent cette mesure. Ok, je pense qu'ils ont suivi. Et aussi toujours, l'IDPS, c'est le parti au pouvoir aujourd'hui. Mais nous constatons, selon certaines sources, que leurs membres, les protocoles, les agents de sécurité ne sont toujours pas payés. Ils revendiquent. Est-ce que l'information est vraie ou fausse? Oui, l'information est vraie. Nos membres du protocole, nous aussi de sécurité, que d'abord je salue, sont de braves personnes, hein, parce qu'ils travaillent bénévolement tout au long de la journée et des fois même la nuit. Et vraiment, bravo. Bravo, ils le font bénévolement. Malgré qu'on est au pouvoir, il y a de cela déjà plus d'une année. C'est ce qu'on vient de dire tantôt, parce que vous comprenez que si nos ministres avaient respecté ce qu'on venait de se dire tantôt, que la caisse allait être vraiment renflouée, malgré que, oui, il y a des membres, nous payons nos cotisations mensuelles, mais avec les 10% du salaire des membres de l'IDPS, la caisse allait être renflouée, et avec cet argent, on pouvait bien payer le protocole et puis la sécurité. C'est avec ça, si d'abord que nos ministres respectent cela, je pense qu'on aura maintenant à demander au secrétariat de l'UDPS ou au président Jamal Kamoun pour voir comment payer ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, on va donner raison au parti pour dire que non, ils n'ont pas d'argent pour payer ces gens-là. Or, le ministre, si tous les ministres, regardons, si tous les ministres, les conseillers de l'UDPS et leurs cabinets, tous payent 10% dans la caisse du parti, et plus nos contributions mensuelles, vous comprenez qu'on aura beaucoup d'argent, et les gens qui travaillent, pas juste seulement les gens du protocole et ceux de sécurité, mais il y a d'autres aussi qui travaillent au parti. Vous comprenez que tout le monde devait avoir du travail. Donc ça crée déjà des mécontents. Oui, mais c'est bien sûr, il y a des mécontents. Moi j'étais là, je vois les gens, et à chaque fois ils nous demandent quand même de contribuer. Des fois il y a d'autres qui nous amènent des fiches d'hôpital pour payer. Et au moment où un parti au pouvoir. Et ce qui arrive, c'est malheureux. Et voilà, pour que nous puissions finir cette situation, moi je vous demande, vous le ministre, faites tout respecter les 70% que le secrétaire général Kabouya vous a demandé pour que, avec cet argent-là, pour renflouer la caisse, et par la suite, nous aurons à demander à M. Kabouya de payer tous ces membres. Parce que là, présentement, il a raison de dire qu'il n'y a pas l'argent dans la caisse. Alors, faites quelque chose. Nous vous demandons respecter deux mesures de la hiérarchie. Je reviens encore sur ma question que j'avais posée la fois passée. Dans les partis maintenant, tout va bien? Oui, dans les partis, tout va bien, c'est vrai. Et, comme je vous ai dit l'autre fois, il y a des petits problèmes. Les petits problèmes, il y a des solutions qui sont sur la table et que dans les jours à venir, le parti va bien fonctionner, il n'y aura pas de problème. Et il y a eu des suspensions au sein du parti. Bon, et des suspensions non acceptées. Ah bon, ça c'est... moi, qu'est-ce que moi je... Vous n'avez pas un commentaire à faire là-dessus? Moi, je ne peux pas donner de commentaire là-dessus. Apparemment, bon, écoute, pour être clair, s'il y a... Les torchons brûlent entre
Jean-Marc Kaboul, le président AI, qui a suspendu Paul Tshilombo, et Paul Tshilombo n'a pas accepté cette suspension. Ça, c'est une information. Aucun commentaire là-dessus? Bon, moi, ce que je dis, ça, c'est sa position, c'est la position de Paul Tshilombo. Si lui trouve que non, il a raison, bon, qu'est-ce que moi je pourrais dire? Il y a les services... les services compétents pour, oui, pour revendiquer. Pour revendiquer, bon, c'est à lui de voir comment il doit régler ça pour que ça se passe comme il pense. Je pense qu'il y aura toujours des nominations, des désignations, des mandataires. Nous y revenons encore. Hein? Nous y revenons encore une fois. Est-ce que cette fois-ci, là, Québec, IDPS Québec, je ne sais pas, est-ce que IDPS Québec aura un mandataire? Cette fois-ci, est-ce qu'on va tenir compte? J'espère, je vous l'ai dit l'autre fois, j'y crois encore fermement, pas j'espère, espérer c'est encore, mais j'y crois on aura des mandataires, il y aura d'autres nominations, bien sûr, pas seulement des mandataires, même dans les diplomates, on aura des gens de l'UDPS, donc Québec. Et si aujourd'hui, le président Félix vous entend, qu'est-ce que vous allez lui dire par rapport à la nomination, désignation des mandataires? Oui, je demanderai au président de la République de penser... il faut que la caméra vous regarde. Oui, je demanderai au président de la République de penser à l'UDPS Québec, parce que l'UDPS Québec a vraiment combattu. C'est une section qui est forte, une section que même lui-même le président l'a toujours félicité, et le président Etienne Tshisekedi félicitait toujours la section du Québec. Alors vraiment, la section du Québec ne s'est pas retrouvée dans toutes les nominations passées, et j'espère que cette fois-ci il va y tenir compte pour que ses membres se retrouvent, qu'on ait des gens, des mandataires dans la section du Québec, des diplomates dans la section du Québec, parce que c'est une section phare. Oui, nous voulons chuter dans notre émission. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous direz au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant tous ces temps de turbulence là, qui se passe là? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour qu'il sorte vainqueur, pour qu'il en sorte vainqueur? Bon, moi, je pourrais juste lui dire d'être à l'écoute de la population. La population, Monsieur le Président, la population est derrière vous. La population est derrière vous. Et l'UDPS Québec aussi. Nous, les membres de la section du Québec, nous sommes derrière vous. Nous, les cadres de l'UDPS, nous sommes derrière vous. Vous n'êtes pas seuls. Donc, écoutez la base. La base a toujours été avec vous. Vous en serez toujours gagnant. Donc, tous les flatteurs, ne les écoutez pas, écoutez la base et continuez dans votre lignée. Vous êtes dans la bonne lignée. Continuez, vous en serez gagnant. Un dernier mot, parce qu'on termine l'émission. Vous avez un mot à adresser? Oui. C'est que je n'ai pas pu poser la question. Ah bon, je pense qu'on a parlé de tout, hein? On a parlé de tout. Donc, c'est vrai, oubliez, on n'a pas parlé de notre directeur général de l'OFIDA, M. Rigouiza, qui est décédé aussi aujourd'hui. Vraiment, mes condoléances à toute la famille biologique de M. Rigouiza, à son parti politique, son parti politique qui est le PPRD, et à toute la population congolaise, parce que ce monsieur a servi le pays pendant plusieurs années, que son âme repose en paix.
Voilà, chers internautes, nous vous disons merci de votre temps et vous qui avez suivi cette émission, s'il y a des commentaires, s'il y a des remarques à faire, nous sommes là, elles seront les bienvenues et nous allons y tenir compte. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci, merci de votre temps. S'il y a des questions qu'on n'a pas pu poser, la prochaine fois, on va toujours y revenir et poser des questions parce qu'on est là pour la presse et vous avez besoin des informations. Voilà, merci à vous tous et merci à tous ceux-là qui étaient derrière la caméra et à la prochaine fois. C'était au micro Pasteur David Bolombe pour l'émission Le Magazine Tolobakaka version française. Merci. Merci.